L'Europe. L'Europe. À quelques mois d'élections européennes capitales, tout le monde a ce mot à la bouche. Mais de quoi parle-t-on? De la machine technocratique de Bruxelles? Simple syndicat d'intérêt économique perdu dans le village global? D'un appendice vassalisé? Sans territoire? Sans histoire? Sans puissance? Certainement pas. L'Institut Iliade, qui va fêter ses 10 ans, vous invite au contraire à vous abreuver à la source pérenne, celle de notre civilisation plurimillénaire, l'Europe. L'Europe de nos pères, qui sera, si nous le voulons bien, l'Europe de nos enfants. Pour cela, il faut des Européens debout. Debout dans la tempête quand nos libertés sont bafouées. Debout dans la tempête quand notre identité est niée. Le 6 avril prochain, nous serons près de 1500 personnes dans le cadre prestigieux de la Maison de la Chimie à Paris. Je vous donne rendez-vous à ce grand moment d'intelligence et de convivialité. C'est le nôtre, c'est le vôtre. Inscription sur institut-iliade.com. Bonjour à tous. Le roi est mort, vive le roi. Cette acclamation signifie une chose. Dès que le roi meurt, il lui est aussitôt succédé. Ainsi, d'une certaine façon, le roi ne meurt jamais. Le corps meurt, mais la fonction demeure. Mais les rois meurent-ils comme de simples mortels? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité, Patrice Guénifet. Patrice Guénifet, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, vous êtes plutôt un spécialiste de l'Empire et de la Révolution. Oui. Vous avez d'ailleurs publié en 2013 une biographie de Bonaparte chez Gallimard, une somme qui fait référence, ainsi qu'un Napoléon et De Gaulle, deux héros français chez Perrin en 2017. Et vous avez dirigé plusieurs ouvrages collectifs, notons avec Thierry Lenz en 2016 chez Perrin, La fin des empires, ou encore avec Pierre Brandrat, toujours chez Perrin et toujours en 2016, 1814, la campagne de France. Oui. Et enfin, nous y venons, les derniers jours des rois, qui datent il y a 10 ans, mais qui vient d'être réédité par Perrin dans sa collection Tempus. Donc c'est un ouvrage que vous avez dirigé. Oui. Beaucoup d'historiens prestigieux, je vais en citer quelques-uns, peut-être tous, sinon je vais faire des jaloux. Donc il y a Éric Anceau, que nos téléspectateurs connaissent bien, Jean-Pierre Babelon de l'Institut, Simone Berthière, Jean-Paul Bled, Philippe Contamine, Laurent Feller, Jacques Hers, Françoise Hildesheimer, Didier Le Fur, Jacques Le Goff, Thierry Lenz, Georges Minois, Daniel de Bonplaisir, que j'ai également reçu, Jean-Christophe Petit-Fils, Jean-François Saulnon, Arnaud Tessier et Laurent Tess. Oui, c'est un beau plateau. Effectivement. Alors, une première question. Comment est venue l'idée de ce livre ? Il n'y avait pas eu d'études sur la mort des rois depuis longtemps. Il y avait eu un livre qui portait exactement le même titre, Les derniers jours des rois, dans les années 1920. Et depuis, il n'y avait rien eu qui présente sous une forme accessible aux lecteurs qui ne seraient pas spécialistes de la question, ces récits de mort pour essayer d'en trouver les points communs. Et non pas d'additionner des destins individuels ou des agonies singulières, mais essayer de dégager un modèle. C'est-à-dire comment la mort avait fait partie, au fond, du fonctionnement de la royauté et avait eu du sens dans le cadre de ce système. Donc c'était un peu l'idée de départ, et puis ensuite mon éditeur et moi, nous nous sommes efforcés de trouver les meilleurs, et je crois qu'on les a trouvés. Vous les avez trouvés. Voilà. Et alors comment avez-vous opéré la sélection? Parce que j'imagine que c'est pas par type de mort, c'est plutôt peut-être par étape. D'abord, il y a des cas incontournables. On ne peut pas, ignorer Charlemagne, Saint-Louis, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Voilà, ça, c'est les incontournables. Et puis ensuite, il fallait, dans un nombre de pages limité et un nombre de chapitres limité, présenter un panorama qui couvre un peu toute l'histoire de France. Alors, on commence un peu tard avec Charlemagne, mais il faut dire que de la mort de Clovis, on ne sait pas grand-chose. Et puis, on
on est allé jusqu'à Napoléon III. Je dois dire que c'est moi qui ai insisté pour qu'on rajoute les 2 empereurs, même si ils n'étaient pas des rois, mais ils ont été en quelque sorte des substituts de la défunte monarchie. Et dans la préface, je parle même de quelques présidents pour montrer qu'au fond, c'est une idée de la souveraineté qui s'est perpétuée sous la République et singulièrement sous la Ve, du moins jusqu'à un certain moment. Alors, qui dit mort du roi dit plusieurs choses, mais notamment succession. Oui. C'est ça qui est finalement le plus important. Alors, avant Philippe Auguste, qui meurt lui en 1223, oui. La succession est pas héréditaire, n'est pas totalement acquise. Non. Elle se déroule, elle est ancrée dans les esprits, mais elle se déroule comment, la succession ? Avant, il faut dire que la question de la légitimité du pouvoir est une question très complexe. C'est pas acquis, c'est pas quelque chose de naturel de considérer que l'autorité est légitime et donc peut être transmise à tel ou tel. Chaque période de succession signifie des luttes, des revanches, des vengeances. Il y a toujours le risque de la guerre civile qui pèse. Et il a fallu des siècles pour trouver un système qui réglait cette question pacifiquement. Donc au départ, il y a bien sûr la succession patrimoniale chez les Mérovingiens et les Carolingiens, où la couronne est un bien de famille. Et d'ailleurs, on partageait le royaume entre les différents fils pour éviter les problèmes précisément de succession. Ensuite, après la mort de Charlemagne, on revient à un système électif, où le roi est acclamé par les barons, par les puissants seigneurs du royaume, et c'est seulement avec les Capétiens, le premier des Capétiens est élu, encore Capet, que l'on va mettre en place un système très sophistiqué qui passe d'abord par l'association du fils au pouvoir du père. Ainsi, le père est encore roi, mais déjà son fils est devenu co-roi, si l'on peut dire, de manière à dissuader les éventuels concurrents de poser leur candidature. Et puis ensuite, on a ajouté à ce processus d'association un processus d'anticipation. Les premiers Capétiens ont non seulement associé leur fils, mais l'ont fait sacrer et couronner de leur vivant. Ouais. 2 précautions valent mieux qu'une. Et c'est seulement à partir de Philippe Auguste, donc au XIIIe siècle, que la succession. Il faut dire que les Capétiens ont eu de la chance, ils ont toujours eu un fils en état de leur succéder. Ce qui était un peu un miracle. Là, vous dites fils à chaque fois, on n'a pas encore parlé des filles qui, elles, beaucoup plus tard, seront exclues. Elles seront exclues au moment de la guerre de 100 ans. Mais déjà avant, le caractère sacré et religieux de la couronne excluait plus ou moins les filles dans la tradition française. Alors, c'est seulement à partir de Philippe Auguste au XIIIe siècle que toutes ces astuces qui permettaient de pacifier le moment de la succession, ont été abandonnés parce que personne ne contestait plus le régime de la succession. Mais néanmoins, on l'a encore sophistiqué pendant environ 2 siècles, et notamment pendant cette épreuve majeure de la guerre de 100 ans, qui a vu l'exclusion des filles en ligne directe et l'exclusion des mâles issus des filles. Voilà, donc un système qui se met en place progressivement, qui ne donnera jamais un code où on aurait écrit les règles de succession, mais un système assez solide pour qu'il ait été respecté ensuite, approuvé, consenti, et qu'il ait pu régler la succession monarchique jusqu'à la Révolution française. Alors, le roi est mort, vive le roi, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que ça signifie que la succession est instantanée ? Elle l'est devenue. On sait de quand ça date, cette formule ? La succession, oui, ça date du XVIe siècle, au moment de la Renaissance, quand justement on invente un système de funérailles tout à fait spectaculaire qui permet de rendre visible, de matérialiser cette formule. Le roi ne meurt jamais, le roi est mort, vive le roi, le mort saisit le vif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, le mort saisit le vif ? Le mort saisit le vif, ça veut dire que la capacité politique et la légitimité qui était celle du roi régnant passe à l'instant de sa mort dans le corps du roi nouveau. C'est-à-dire qu'au fond, il y a tout ce système vise à distinguer entre la personne du roi et la fonction, l'office. Et ça a eu des conséquences immenses parce que ce qui est un patrimoine privé et familial au départ devient un office d'État, une fonction
dont les rois ne sont pas propriétaires. Donc ça a eu des conséquences extrêmes, extraordinaires. Au départ, les rois sont propriétaires de leur couronne et peuvent la vendre, la céder, la partager entre leurs héritiers avec les conséquences néfastes au moment de la mort de Charlemagne. Et ensuite, la couronne devient un office distinct de la personne de ceux qui en ont la charge pendant leur vivre. Et ils ne peuvent, à partir de ce moment, ils ne peuvent plus céder la couronne, ils ne peuvent plus l'aliéner, ils ne peuvent plus la partager, et ils ne peuvent plus non plus refuser d'en exercer les devoirs. Et on n'a pas de cas d'abdication Non, ça aurait été possible. Pour convenance personnelle. Voilà, par exemple, Charles Quint a abdiqué la couronne. Mais on n'a pas de cas de roi qui refuse la couronne. C'est-à-dire ce qui va se passer en Angleterre en 1936, ou 38, je ne sais plus, avec Édouard, ne s'est jamais passé en France. Certains rois ont déploré le fait de devenir roi, parce que c'est une charge bien sûr pesante, parce que l'aîné était mort. Certains qui n'étaient pas destinés à avoir un rang dans la succession, comme par exemple après la mort de Louis XIV. Louis XV est l'arrière-petit-fils. Alors, sans doute, il n'était pas destiné à régner. Simplement, les aînés sont morts, mais il n'a pas refusé. Bon, lui était trop jeune pour refuser. Mais personne, aucun roi n'a refusé, parce que ça devient un office distinct de toute initiative personnelle. C'est un peu la grandeur de cette histoire. Oui, parce que est-ce que la notion aussi de roi, de droit divin intervient? C'est la guerre de 100 ans. Que l'on retrouve uniquement en France, je crois. Oui, c'est la guerre de 100 ans. Et c'était un moyen de délivrer la monarchie française de la tutelle éventuelle de l'Église. Parce qu'à partir du moment où le roi est de droit divin, c'est-à-dire qu'il tient directement, sans aucun intermédiaire, son autorité de Dieu. Ça renforce sa légitimité à l'intérieur du royaume, mais aussi ça renforce sa légitimité vis-à-vis de ces deux concurrents extérieurs, qui étaient d'un côté l'empereur germanique, qui a prétendu pendant des siècles exercer une surveillance ou une autorité sur le roi de France en se prétendant le descendant des Césars, et puis bien sûr le pape. Et à cette époque, l'Église a une doctrine césaro-papiste qui fait du pape le lieutenant, le représentant de Dieu sur la terre, ayant juridiction sur les rois, sur tous les rois, les princes, les ducs, etc. Et pour les rois de France qui étaient en guerre avec les papes depuis le règne de Philippe le Bel au moins, c'était un atout important d'être déclarés de droit divin, puisqu'ils échappaient de cette façon à toute tutelle et ils devenaient pleinement souverains. C'est-à-dire, comme dit la formule, souverain, c'est empereur en son royaume. Alors, je voudrais qu'on aborde une notion, avant de rentrer dans des cas précis peut-être, la notion des deux corps du roi. On a un essai de la théologie politique du Moyen-Âge, Ernst Kantorowicz, très grand qui date livre. de 1980, années 90, je crois. Non, avant. Bien avant. Années 80. Années 80. Donc mais qui est une réédition déjà d'un ouvrage beaucoup plus ancien. Kantorowicz, je crois que c'est avant-guerre. Donc il part d'un corps politique inaltérable et puis bien évidemment du corps mortel. Cette notion date de développer elle naît avec ces formules. Le roi ne meurt jamais. Évidemment, le roi meurt, puisqu'il est un humain comme tous les humains, il est promis à la mort, mais son corps politique ne meurt jamais. Le corps physique du roi est périssable, il ne fait que passer. Le corps politique, non pas du roi, mais de la royauté, est constant, inaltérable et ne passe pas, et ne meurt pas. Et c'est un peu ça la grande découverte de la théologie politique médiévale, c'est cette découverte de l'indépendance de l'État par rapport à ceux qui en assument les fonctions à un moment donné. Et ça a traversé ensuite les siècles, c'est sans doute le fondement de toute souveraineté. C'est que celui qui l'exerce n'en est pas le propriétaire, et la souveraineté dure plus longtemps que lui, c'est la formule de Louis XIV, je meurs, mais l'État continuera. Et non pas l'État, c'est moi. Non, il n'a pas dit l'État, c'est moi.
Alors, sauf... il l'a peut-être pensé. Sauf mort violente, finalement, des morts violentes, il y en a eu assez peu, somme toute. Pas énormément, oui. Des accidents, des... Oui, ce qui prouve que la légitimité de la monarchie en France était très bien assurée. Alors, comment le souverain prépare-t-il sa mort? Encore faut-il qu'il en ait le temps. C'est pour ça que j'excluais les morts... les morts bêtes, les morts violentes ou les morts bêtes. Les morts stupides, comme celle de Louis III, qui s'est cogné la tête dans une porte. Alors bien sûr, il n'a pas eu le temps d'anticiper la fin. Il y a le même problème pour Charles VIII. Et puis le malheureux Henri II, qui dans un tournoi prend une lance dans l'œil et mourra de l'infection provoquée par ce coup de lance malheureux, qui n'aurait pas dû arriver, puisque dans les tournois, la lance n'était pas supposée passer par la fente. Oui, et puis le roi n'était pas censé non plus. Oui, ça arrivait à l'époque. Non, si à l'époque ça arrivait, mais généralement il n'y avait pas ce genre d'accident. C'est vraiment un accident malheureux. Il y a tout un rituel autour de la mort des rois. Et puis, il faut bien distinguer ce rituel. Le roi est entouré, bien sûr, il se confesse, il reçoit l'extrême onction. Parfois, il donne quelques directives à ses proches qui sont destinées à son successeur. Mais surtout, il y a aussi la représentation que l'on a de ces morts royales dans des chroniques, dans des poèmes, dans des chants, qui montrent ce qu'il y avait dans l'imaginaire des gens de cette époque. Et précisément que si les rois sont des chrétiens comme les autres, promis à la mort, s'ils meurent finalement comme ils peuvent, et de préférence en s'étant confessés avant de trépasser, en même temps leur fonction leur impose un certain nombre de devoirs ultimes vis-à-vis de Dieu d'un côté et de leur sujet de l'autre. Voilà, c'est dans ce sens où ce sont des morts un peu singulières dans la représentation qu'on en a. Car très probablement, ils mourraient comme tout un chacun. Ils perdaient connaissance, ils agonisaient, ils souffraient. Sans compter les fois où ils pensaient qu'ils allaient mourir et ils pouvaient guérir. Oui, à l'époque, ça pouvait arriver aussi. Donc c'est ce qu'on appelle, il y avait la notion de belle mort. De bien mourir, plutôt. Bien mourir. C'est pas la belle mort, parce que la belle mort, personne n'en est le maître. Une belle mort, c'est de s'endormir dans son sommeil. Non, quand je dis belle mort, c'est effectivement être en règle avec Dieu. Et voilà. c'est d'avoir une mort édifiante. Donc être en règle avec Dieu, ok, on comprend, confession. Il se confesse, comme Louis XV qui renvoie sa maîtresse également. Être en règle avec ses sujets, ça passe par c'est d'exprimer quelques regrets, faire quelques promesses qui pourront éventuellement lier le successeur. Alors généralement, le roi se repent d'avoir trop guerroyé. Il se repent aussi d'avoir eu la main trop lourde en matière fiscale, voilà, ou de ne pas avoir assez persécuté les hérétiques. Des choses comme ça, c'est-à-dire il émet quelques regrets. C'est une forme de testament politique, mais qui ne peut pas excéder les pouvoirs qui sont les siens. Et par exemple, Louis XIV, quand il meurt, rédige un testament qui excède notablement ce qui lui est autorisé. Et il légitime les bâtards qu'il avait eus, les enfants illégitimes, aujourd'hui on dirait plutôt que les bâtards qu'il avait eus. Et le Parlement de Paris va s'empresser de casser le testament qui excède ce qu'on attendait d'un roi mourant. Alors, en ce qui concerne, on parlait de représentation, souvent on cite les dernières paroles d'un roi. Oui. Est-ce que beaucoup sont apocryphes, ensuite ont été... Probablement, la plupart sont apocryphes. L'un des rares qui est authentique, c'est celui qui concerne la mort de Louis-Philippe, donc dans les années 1850. Et Louis-Philippe reçoit son médecin et lui dit « Eh bien, je vois que vous êtes venu me donner mon congé. » Voilà. C'est un mot... il avait de l'humour encore, au dernier instant. Et là, en ce qui concerne les dispositions testamentaires, donc il y a le testament écrit, dans lequel il peut rédiger effectivement des volontés politiques. Non, le testament, généralement, est un testament privé. C'est-à-dire que le roi dispose des biens privés qu'il possède en tant que personne, et les distribue à ses serviteurs, à ses proches, etc. Fait différents legs. Tout ce qui est du domaine de la couronne
ne lui appartient pas. Donc fait partie de ce patrimoine, de cette couronne qui ne meurt pas, qui passe à un successeur avec tout ce qui lui est attaché, c'est-à-dire tous ces biens qui sont du domaine de la couronne. Là aussi, ça a mis du temps pour se matérialiser cette idée d'un domaine inaliénable de la couronne. Et donc le roi n'a d'autorité que sur ses biens privés, sur son domaine privé. Les terres, les seigneuries qu'il a pu hériter ou dont il a pu hériter par mariage, donc ils lui appartiennent en propre. Mais sur tout le reste, ça appartient à l'État, il n'a pas à en disposer. Et puis les recommandations à ses successeurs, souvent, font plutôt partie des confidences qui sont faites à son entourage pendant ces derniers moments. Mais est-ce que c'est souvent respecté ? Non, parce que la volonté du roi défunt, au fond, la capacité de décider, le quitte en même temps que la vie. Son successeur n'est pas lié par les décisions qui ont été prises par le prédécesseur. Il doit même le savoir, étant donné que lui n'a certainement pas respecté. Oui, mais ça fait partie le rituel du bien mourir, c'est-à-dire le fait d'être roi jusqu'à la dernière minute. C'est un peu ça qui est attendu d'un souverain. C'est-à-dire que il cesse d'être roi à l'instant qu'il meurt. Voilà. Même si la vie l'a plus ou moins quitté, il est encore roi jusqu'à son dernier souffle. Mais une formule dira que lorsque le roi a la bouche close, son successeur est roi parfait. C'est une formule du XVIe siècle qui dit à peu près tout. C'est-à-dire que le roi est vraiment roi jusqu'à son dernier souffle, mais une fois que le dernier souffle est rendu, tout est passé au successeur. Et le successeur, juridiquement, n'est pas lié par les actes du prédécesseur. Il peut les modifier. Alors, une fois que le souverain a rendu son dernier souffle, que se passe-t-il ? Ça a changé, ça également, suivant les... Oui, il y a toujours les époques. Il y a toujours eu une exposition du corps. Il y a eu pendant très longtemps l'embaumement du corps des souverains. Et puis, pendant une fenêtre de 2 siècles, au XVe et XVIe siècle, les siècles de la Renaissance, il y a eu une procédure très théâtrale, très complexe, dans une période troublée. On sortait de la guerre de 100 ans, la monarchie était faible, après Jeanne d'Arc, tout ça, la monarchie est plutôt faible. Louis XI n'a pas été un roi très apprécié, même si ça a été un grand roi. Et puis au XVIe siècle, la monarchie est prise dans la tourmente des guerres de religion. Et donc, entre le milieu, disons, du XVe siècle, fin de la guerre de 100 ans, et puis l'assassinat d'Henri IV en 1610, il y a une période pendant laquelle la monarchie a mis en scène la mort de ses rois de manière à bien faire sentir, à bien faire comprendre la perpétuité de la couronne. Et d'une couronne qui, politiquement, était très fragilisée. D'où ce rituel très impressionnant de l'effigie. Donc une fois que le roi était mort, une effigie, qui était en carton, en bois, en tout ce qu'on voulait, prenait sa place. On lui rendait les honneurs. Prenait sa place dans son lit ? Oui, dans son lit. On lui rendait les honneurs, on lui servait des repas, on lui rendait hommage, comme si le roi était toujours vivant. Et pendant ce temps, le nouveau roi qui allait succéder se tenait derrière le rideau, c'est-à-dire se tenait caché, en fait. Il était déjà pleinement roi pour signer des actes ou des arrêts, des lois, etc. Mais il était invisible. Et le jour des obsèques, l'effigie suivait le corps mort du roi, comme si le roi encore vivant accompagnait sa dépouille jusqu'à Saint-Denis. Et c'est uniquement à la basilique de Saint-Denis que l'effigie disparaissait à son tour et que le nouveau roi entrait solennellement en fonction. Donc cette effigie était destinée à faire le lien, un trait d'union, entre le corps mort du roi et le corps glorieux du nouveau roi. Donc ça a été une solution tout à fait baroque et dans le style du temps, trouvée pour surmonter une période de très grande fragilité pour la monarchie. Et après, c'est fini. Est-ce que le roi, le successeur, assistait à ces funérailles ? Oui, il apparaît parce qu'on va lui remettre les insignes, les régalias qui avaient été déposés sur le cercueil
du roi mort et qu'ensuite on donne au roi vivant. Voilà. Donc tout ça est indépendant du sacre. Indépendant du sacre. Le sacre et le couronnement sont des cérémonies venant parfois beaucoup plus tard, parce que les rois ont déjà exercé leurs fonctions souvent pendant un certain temps, avant qu'on puisse matériellement organiser la cérémonie de Reims pour le sacre. Et après Henri IV, ça tombe en désuétude. C'est-à-dire, non seulement l'effigie ne sera plus utilisée, mais même il n'y aura plus de funérailles solennelles. Les rois meurent comme ils peuvent. Certes, on racontera toujours les instants édifiants de leur mort, mais ensuite, même l'inhumation se fera sans tambour ni trompette. Parce que, sans doute, la monarchie est si bien installée, enracinée à partir des Bourbons, à partir de Louis XIII, que toutes ces cérémonies deviennent inutiles. On a même l'exemple de Louis XV qui, lui, oui, s'enterrait nuitamment. Il y avait aussi des raisons politiques. Il est mort quand même, le bien-aimé était devenu le plus haï des rois, de l'opinion. Et donc dérobé, en plus il y avait le risque de contagion parce qu'il avait pourri littéralement. Et comment dire, donc il y avait le souci qu'il n'y ait pas de manifestation. Donc non seulement on l'a enterré en catimini, mais on l'a enterré de nuit. Voilà, c'est une mort un peu triste, des funérailles un peu tristes, mais qui s'explique à la fois politiquement et parce que le moment de la mort avait perdu de son importance. La mort du roi, c'est simplement la mort du corps mortel du roi. La royauté, elle continue. 25 ans après, c'était fini. Alors, vous parlez de la maladie de Louis XV. À parcourir le livre sur les maladies, justement, alors, on évoque souvent d'abominables souffrances physiques. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de médecine à deux vitesses. Si, peut-être, parce que c'était peut-être encore pire pour ceux qui avaient les moyens d'avoir des médecins autour d'eux. Quand on voit l'exemple de ce pauvre Henri III qui, justement... a une hémorragie, on le saigne, on fait des lavements. Oui, c'est-à-dire qu'on achevait les malades. Plus qu'autre chose. Sous prétexte de les soigner. Est-ce qu'ils font tous preuve d'un grand courage physique ? Oui, dans l'ensemble, ils sont assez, je trouve, placides face à la mort. Vous savez, d'après la représentation que l'on en a, bien évidemment. Oui, mais vous savez, ils étaient tous très, très pieux et très croyants. Ils n'avaient pas du tout le rapport à la mort que nous avons aujourd'hui. D'abord, la mort n'était pas cachée. Ensuite, elle était l'événement le plus certain de la vie. Il y avait l'espoir du paradis. Il y avait le sens aussi de la fonction. Et ça, on sait que c'est vrai. Des gens qui sont investis d'une fonction, pas toujours, mais assez souvent, se montrent dans l'adversité à la hauteur de cette fonction. Voilà. On a plein d'exemples, même dans l'histoire récente. Rappelez-vous le président chilien, Allende, il est mort très bravement. Il était président du Chili, et quand Pinochet a attaqué la Moncloa, eh bien, il est mort. Voilà, dans le bombardement du palais, il ne se serait pas rendu. Donc, les rois, c'est la même chose, et ils ont cette consolation suprême d'être chrétiens, donc de croire à l'éternité. Ça aide. Mais dans l'ensemble, non, ils se montrent tous à la hauteur de leur... y compris Louis XVI. À la hauteur de leur fonction. Oui. D'ailleurs, ils meurent en chrétien, voilà, c'est ça qu'il faudrait... Vous n'avez pas écrit tous les chapitres, comme on l'a dit, donc je ne vais pas vous demander forcément des détails sur chacun. C'est vrai que Philippe Contamine, lui, écrit sur Charles V, il est roi jusqu'au bout. Voilà. Oui. Il donne le dernier jour, il signe encore des actes, alors qu'il est malade, il sait qu'il va mourir. Qu'il va mourir. Bon, il faut distinguer entre ceux qui meurent en fonction, et puis il y en a beaucoup qui vont mourir en exil. Alors, au XIXe notamment. C'est vrai de Charles X, c'est vrai de Louis-Philippe, c'est vrai du comte de Chambord, même s'il n'a jamais été roi. Donc c'est un cas un peu différent. Les deux empereurs. Mais ceux qui meurent en fonction sont rois jusqu'au bout. La seule exception, d'une certaine façon, c'est la grande tragédie de sa vie, c'est Louis XVI. Parce qu'il n'est roi qu'au moment de mourir.
Oui. Il n'a pas su vraiment être roi avant. Vous allez nous raconter ça. Et là, il sait être roi pour mourir. Alors, si rien n'est préparé, je prends l'exemple d'Henri II, après le tournoi, il meurt en 3 jours, il n'a plus le temps, il ne parle plus, etc. Non, probablement dans une agonie atroce. Enfin, il fait une septicémie foudroyante. Dans ces cas-là, quand rien n'est préparé sur la succession, en plus, il a un enfant qui est très jeune, c'est quoi? C'est au sein de son entourage, c'est l'affolement total ou tout? Est-ce que c'est verrouillé? Est-ce qu'il y a des institutions? Ce qui est verrouillé, c'est que le successeur est connu. Donc ensuite, si le successeur est très jeune, il y a forcément un moment de grande inquiétude parce que les périodes de minorité sont des périodes dangereuses. Parce que bien sûr, un souverain étranger peut élever une revendication, un prince de l'intérieur français peut également se dresser contre le roi jeune. Les périodes de minorité, les périodes de régence sont des périodes fragiles. Mais en même temps, la monarchie était quelque chose de... C'est pas des chefs de bande, c'est très structuré. Donc il y a des gens dont la fonction est de faire appliquer les règles. Il y a un parlement de Paris. Ce sont des magistrats, de hauts magistrats, qui sont les gardiens des lois fondamentales du royaume et qui veillent au grain. Et alors en général, ils vont travailler, œuvrer pour que la succession se passe conformément aux règles. C'est très ritualiste et procédurier. Et puis le cas échéant, comme dans le cas de Louis XIV, comme on l'a vu, eh bien ils vont casser ce testament par lequel Louis XIV avait outrepassé ses pouvoirs. Voilà. Donc il y a tout un cadre juridique qui encadre la mort du roi et la succession. Sans compter bien sûr l'Église, qui joue un rôle considérable pendant tout l'Ancien Régime et qui est là aussi pour que les règles soient respectées. Alors, il y a un cas assez particulier parce qu'il meurt, il ne meurt pas en France, il ne meurt pas en exil non plus. C'est Saint-Louis, qui meurt de la peste à Tunis. Et là, son corps, lui, connaît un voyage de retour, j'allais dire éprouvant. Oui, il était éprouvant à lire. Vous savez, il est comme tous les rois, on les ouvre et on sort le cœur qui est... C'est-à-dire, ils ne sont pas inhumés en un morceau, aucun. Le cœur est d'un côté, les entrailles d'un autre côté, et le reste du corps va à Saint-Denis. Et d'ailleurs, sur les gisants, vous avez toujours le roi médiéval est représenté avec un petit sac qui représente ses entrailles, qui ont été extraites. Probablement, c'est un reste du rite de l'embaumement qui avait caractérisé les premiers rois. Alors, le malheureux Saint-Louis va être dépecé de cette manière usuelle. On va aussi couper différents morceaux qui seront donnés un petit peu partout. Et c'est un peu la rançon de la sainteté qui avait fini par entourer son personnage. Et il subit le sort de tous les saints, il finit en relique. Et on va distribuer des petits morceaux, d'os, d'organes, etc., un peu partout. Il a fini en pièces détachées. C'est un destin on fait même unique. Étant donné qu'effectivement il fait chaud, le corps se putréfie très rapidement. Bien sûr. On le fait bouillir dans du vin. On le fait bouillir dans du vin. Oui, c'est assez horrible. Je ne suis pas sûr que ça ait été très efficace. Il faut avoir le cœur bien accroché. Voilà. Mais c'est un peu, il a son corps à comment dire, à payer le fait qu'il était devenu saint, du moins à ce moment-là encore de réputation, de son vivant. Voilà. C'est le seul roi qui en plus de la dignité qui s'attache à la fonction, est revêtu d'une aura qui dépend de sa sainteté, de la sainteté qu'on lui prête. Et c'est un peu c'est la rançon de cette grandeur d'avoir été débité en petits morceaux. Alors, avec l'espoir en plus de l'amener intact à Saint-Denis. Ça n'a pas été vraiment le cas. Il n'y a plus grand-chose. D'ailleurs, pour ceux qui ont le cœur bien accroché, je recommande aussi la lecture de l'autopsie de Louis XIII. Louis XIII. Il y a aussi Louis XVIII, le malheureux, qui part en morceaux. Il s'est décomposé. Il avait les doigts de pied qui tombaient. Il s'est décomposé, vivant. Oui. D'accord. Alors, un autre roi, on va terminer d'ailleurs avec lui, et je vous interroge dessus parce que vous avez écrit Louis XVI, chapitre qui est Louis XVI. Oui. Vous avez dit, lui, il meurt vraiment en roi.
Et en martyr. Et en martyr, d'autant que lui, il a vraiment le temps de s'y préparer et qu'il meurt en bonne santé, si l'on peut dire. Si l'on peut dire. Donc comment s'y préparer? Parce que quand on lit, par exemple, on sait que la veille au soir, il dort bien, parce que son valet l'entend ronfler. Vous savez, c'était un homme d'une placidité extraordinaire. La Révolution française ne l'a pas affecté au début, ça ne l'empêchait pas de dormir, de manger. Alors on dit que le jour de la convocation des États généraux, il dormait au Conseil, on le sait. C'est vrai, il s'était endormi pendant le Conseil qui allait décider finalement du destin de la France et de son destin en particulier. C'est qu'il était allé à la chasse, il était fatigué, il a fait un petit somme pendant qu'on discutait l'affaire la plus importante de son règne. Et de la même façon, une fois qu'il a été prisonnier, jugé, condamné, eh bien son sommeil n'était pas troublé par les événements. Alors je crois que sa foi personnelle garantissait sa tranquillité d'âme. Probablement, il y avait chez lui une espèce d'indifférence aux événements, qui était lié aussi à son incapacité d'être roi, parce qu'après tout, c'est un règne à la fois très noble par sa fin, mais très décevant par son déroulement. Parce qu'il n'a rien fait pour changer le cours des événements, il s'est toujours abandonné aux favoris du moment, aux événements, sans rien faire pour les contrecarrer. Et puis quand il est tombé, quand il a perdu le pouvoir, lorsqu'il s'est retrouvé prisonnier au Temple, eh bien là, il s'est révélé meilleur chrétien que roi. Et il est mort vraiment, il est moins mort en roi qu'en chrétien. Même si, à la fin, il a écrit un très beau testament adressé aux Français, même s'il a tenté au dernier moment de dire quelques mots, il est mort surtout en chrétien. Mais on ne sent pas de peur non, il n'y a pas de... Mais chez aucun, je pense, il y a de peur. On n'a pas de témoignage de peur chez ces rois, qui sont à la fois très conscients de leur fonction, de leur statut, et en même temps qui sont tous très chrétiens, au moins dans l'accomplissement de leurs devoirs. Voilà. Même s'ils ont pu avoir des doutes. Louis XVI, lui, pense à la postérité par l'intermédiaire de son testament adressé aux Français, puis ces dernières paroles qu'il n'a pas pu prononcer. Voilà, il est roi, il est conscient de sa position, et vraiment, c'est dans les derniers jours qu'il devient celui dont il aurait été souhaitable qu'il fût dès le départ. C'est-à-dire, il n'a pas eu la dignité, par exemple, du roi d'Angleterre Charles Ier, qui a été guillotiné, lui aussi décapité, pas guillotiné, décapité, et qui a refusé de répondre aux questions dans son procès en jugeant qu'il n'avait pas à répondre aux questions d'accusateurs qui étaient illégitimes. Louis XVI n'a pas été roi à ce moment-là parce que lui a répondu, il s'est défendu. Alors qu'il aurait dû leur dire, vous n'avez pas le droit de me juger, ne serait-ce qu'au terme de la Constitution que vous aviez rédigée. Il ne l'a pas fait. Et c'est une fois condamné à mort, vraiment dans les dernières heures, que là, il s'élève à la hauteur de sa fonction. Alors, dans votre préface, vous dépassez un peu le cadre royal, donc il y a les deux empereurs, mais sinon, vous évoquez aussi les présidents de la Ve République, principalement De Gaulle et Mitterrand, et puis la maladie de Pompidou. de Georges Pompidou. Oui, alors, est-ce qu'on peut rapprocher, on peut faire des rapprochements entre ces trois morts et les morts royales que vous évoquez dans le livre? Je pense que là, c'est pour ça qu'il n'y a pas aucun président de la 3e ou de la 4e ne pourrait, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas l'incarnation de la souveraineté. 3e, 4e République, c'est le Parlement qui incarne la souveraineté. La 5e reconstitue un système mi-monarchique, mi-républicain, avec son président élu pour 7 ans et rééligible, qui d'une certaine façon restaure le principe d'incarnation de la souveraineté dans un homme. Et dans ce sens, il me semble que chez les présidents de la 5e, en tout cas ceux-là, jusqu'à Mitterrand, qui est le dernier, a joué, le mot n'est pas joli parce qu'il est un peu péjoratif, a joué la comédie du pouvoir légitime et du pouvoir royal, avec ce côté imposant, marmoréen, etc. Eh bien, on retrouve certains traits dans la mort de Gaulle, c'est ralliant à la fois grandeur et simplicité chrétienne. C'est toute la différence avec Mitterrand.
dont la mort, certes, a une forme de grandeur, mais on sent que c'est déjà la décadence de la cinquième, parce que Mitterrand joue plutôt le rôle de la mort du roi en ajoutant un chapitre au roman de sa vie, un petit peu à la fois d'imitation et un petit peu canaille aussi, avec les deux veuves qui viennent se réconcilier au-dessus du mort. Et la maladie de Pompidou ? La maladie de Pompidou, elle a ceci de touchant et de grand qu'il a tenu à exercer ses fonctions jusqu'au dernier moment possible, alors même même s'il ne connaissait pas l'issue certaine de cette maladie, néanmoins il savait bien que la maladie risquait d'interrompre prématurément son mandat. Donc il y a eu une forme de grandeur dans la volonté de tenir son rôle, alors même que il ne pouvait pas ignorer la transformation qui était la sienne, la voix qui disparaissait, le corps qui enflait. Voilà. Donc il y a une forme de dignité, de très grande dignité dans la mort de Georges Pompidou, comme dans la mort simple de Gaulle. On va rappeler le mot de Paul Morand. Oui, mais qui est un mot cruel. Donc vous voulez pas le rappeler. Si, je viens de rappeler. Il est mort en faisant une réussite, quel ambitieux. Quel ambitieux. Mais c'était très injuste. Oui. Alors, Patrice Ganifet, merci. Donc, je rappelle Les Derniers Jours des Rois. Donc, c'est une réédition d'un livre paru en 2014, donc la collection Poche de Perrin. Et il y a, je vais vous dire combien de chapitres. C'est une vingtaine, 19. Voilà, une vingtaine. Donc, on va de Charlemagne à Napoléon III, en passant par... on l'a dit, Henri II, Louis XV, Louis XVIII, Charles X, etc. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Avant de nous quitter, quelques informations culturelles. Une belle exposition au musée de Cluny à Paris, un musée consacré au Moyen-Âge et qui abrite entre autres trésors la fameuse tapisserie La Dame à la licorne. L'exposition, elle, est consacrée aux arts sous Charles VII. Charles VII dit le victorieux, c'est sous son règne que finit la guerre de 100 ans. Et le retour à une période de paix va permettre un véritable renouveau dans l'art. Peinture, sculpture, orfèvrerie, tapisserie, vitraux et même manuscrits enluminés, les œuvres exposées au musée de Cluny témoignent de ce changement radical, de cette évolution des arts et des esprits. Le parcours explique ces nombreux changements, les particularités de ce mouvement novateur, tout en donnant la part belle aux grands artistes qui ont œuvré sous le règne de Charles VII. On peut notamment admirer les tableaux du plus grand peintre de cette période, Jean Fouquet. Le musée de Cluny a réuni une grande variété d'œuvres, diverses pièces, qui racontent l'évolution de l'art, les différences culturelles entre les régions et les pays voisins. On peut admirer des œuvres très colorées, certaines d'une richesse impressionnante, d'autres très expressives. La finesse de la réalisation, les couleurs, les émotions attachées à ces créations rappelleront aux visiteurs, si besoin en était, que le Moyen-Âge était loin d'être austère et triste. Un livre maintenant paru aux éditions Pierre de Taillac, un très bel ouvrage consacré au 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane. Ce régiment de la Légion étrangère, l'un des plus décorés de l'armée française, est arrivé à Kourou en Guyane voilà 50 ans en provenance de Madagascar. Ses missions sont multiples, maintien de la souveraineté française, lutte contre l'orpaillage et surtout protection du centre spatial guyanais, en particulier lors des lancements de fusées. Le livre proposé aujourd'hui rappelle l'histoire du régiment, ses engagements, mais surtout le présent dans son environnement, à savoir la forêt équatoriale. Des témoignages et de magnifiques photos permettent de s'immerger dans le milieu guyanais, d'en comprendre les spécificités, mais surtout les contraintes. Les auteurs nous entraînent dans la jungle, expliquent comment est réalisée l'instruction des hommes et dévoilent ce que sont les expéditions profondes. Particulièrement riche et documenté, proche d'un ouvrage d'art tant les illustrations ont été choisies avec goût et leur reliure soignée, palpitant de vie, ce livre ravira les passionnés et tous ceux qui veulent découvrir les mystères de la Guyane. C'était Passé Présent, émission historique de TVL présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et sa petite histoire, mais avant n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende relatée par les chroniqueurs d'autrefois et particulièrement Grégoire de Tours. Il s'agit de l'épisode du Gué de la Biche. Et quand je parle de Gué de la Biche, je ne parle pas de Stéphane Bern, mais bien d'un gué, un gué de fleuve, là où Clovis a pu traverser la Vienne en 507 grâce à l'apparition d'un cerf majestueux. Mais revenons un peu en arrière pour bien comprendre le contexte. Vous le savez, enfin j'espère, le baptême de Clovis marque pour beaucoup le point de départ de notre histoire, l'histoire de notre pays, la France, et de ce lien qui l'unit à l'Église. Après son baptême, Clovis est donc le premier roi chrétien, il se voit comme l'héritier de l'Empire romain d'Occident, et sa mission politique comme religieuse sera d'affermir son royaume. Pour affermir son royaume, il faut qu'il conquérisse la Gaule, et notamment la Gaule du sud-ouest où sont installés les Visigoths. Pour ce faire, il a la bénédiction de Saint Rémy et d'Anastase, empereur romain d'Orient, mais aussi de ses soldats, bien entendu. Pour l'instant, son royaume ne fait que recouvrir grossièrement le nord de la France actuelle. Mais au sud, et en particulier au sud-ouest, les Visigoths sont installés jusqu'à la Loire, et leur royaume s'étend jusqu'à la Provence à l'est, et jusqu'à l'Espagne au sud. Et à l'est, là où se trouve l'actuelle région lyonnaise, on trouve le royaume des Burgondes, qui au moment des faits dont nous parlons, en 507, était un allié. Le problème qui va se poser, c'est que les Visigoths, ces cons-là, eh bien ils sont arianistes. Arianisme, on le rappelle grossièrement, c'est un courant de pensée qui vient du théologien Arius et qui considère que Jésus est avant tout humain avant d'être Dieu fait homme. La honte. Le deuxième problème, c'est de multiples tensions entre les Francs et les Visigoths, et par exemple, un jour, Clovis et Alaric II, qui est alors le roi des Visigoths, vont se donner un rendez-vous pour parler de paix. Mais les émissaires de Clovis, arrivés sur place, constatent que des massues ont été dissimulées, et donc une embuscade était prête à être tendue au roi des Francs. Et ça, c'est pas fair play. Pas du tout. Pour mettre fin à ces tensions répétitives entre Francs et Visigoths, on avait alors choisi un arbitre, Thierry, roi des Ostrogoths. Les Ostrogoths, c'est un peuple qui était installé dans le nord de l'Italie. Thierry était censé être impartial car parent des deux rois. Il avait épousé la sœur de Clovis et il avait donné sa fille en mariage à Alaric. Après que chacune des deux parties ait fait valoir ses droits et ses plaintes auprès de Thierry, le roi des Ostrogoths a tranché, il a donné raison à Clovis. Comme à l'époque on pratiquait encore une justice de baptou solide, Thierry a ordonné aux Visigoths de planter une lance dans la terre et de la recouvrir d'or jusqu'à ce qu'on ne voit plus la pointe de fer. Alors bien entendu, déjà je sais pas si vous imaginez la taille d'une lance plantée dans la terre et la taille du tas de pièces qui serait censé la recouvrir entièrement, tout cet argent devait revenir à Clovis. Évidemment, Alaric y était pas très content et donc il a juré de reprendre les armes. Clovis va donc passer tout le reste de l'année à entraîner une armée pour conquérir le sud de la Gaule et affermir son royaume. On en arrive à Stéphane Bern, enfin à Vouillé. En 507, Clovis franchit la Loire, non sans avoir envoyé des fidèles à Tours pour prier sur le tombeau de Saint-Martin, afin que le saint assure à Clovis sa bénédiction. Alors Saint-Martin, ce n'est pas n'importe quel saint, déjà c'est un symbole de la lutte contre les hérétiques, et en l'occurrence en tant qu'arianiste, les Ostrogoths sont hérétiques et Clovis se place dans la position du roi chrétien, mais c'est aussi un guerrier comme Clovis, et à l'époque c'est également le plus célèbre, le plus fameux des saints gaulois. Donc Clovis, qui ne manque jamais de donner une dimension religieuse également à ses combats et à ses conquêtes, franchit la Loire à la rencontre des Ostrogoths. Mais soudain un obstacle de taille se présente face à son armée, la Vienne qui a débordé, gonflée par les pluies. L'armée n'a pas eu le temps de construire des ponts de bateaux et surtout ces travaux auraient permis aux Ostrogoths qui se trouvent de l'autre côté de la rive de se replier. Clovis s'installe alors son campement sur la rive droite de la Vienne et se met en prière pour demander à Saint-Martin de lui apporter son soutien et de l'aider à aller à la rencontre de ses ennemis. Pendant ce temps, ses troupes descendent et remontent le cours de la rivière à la recherche désespérée d'un passage. Alors qu'ils s'approchent de la forêt de Chinon et ne trouvent toujours rien, un cerf majestueux sort du bois et apparaît aux yeux des soldats. Pour eux, ce n'est pas encore un signe, mais c'est surtout l'occasion de se détendre avec une bonne partie de chasse.
Les hommes se mettent tout d'abord en ligne, puis forment un demi-cercle afin d'enserrer l'animal, un demi-cercle qui se rétrécit pour l'acculer à la rivière. Le cerf recule, panique, et soudain s'enfuit, mais plutôt que de repartir vers le bois, il se jette dans la rivière, et là, miracle. Plutôt que de s'enfoncer dans les eaux, il marche et l'eau lui arrive à peine aux genoux et c'est sans difficulté qu'il rejoint l'autre rive. Devant cette scène providentielle, les guerriers baissent leurs arcs et épargnent cet envoyé de Dieu. Aussitôt, ils rejoignent le camp et annoncent la nouvelle à Clovis. Dans l'armée, c'est l'euphorie et tout le monde se met en ordre de marche, direction la rive gauche de la Vienne. Une fois de l'autre côté de la rivière, ils se portent en avant des Ostrogoths et la bataille peut commencer. Comme à leurs habitudes, les Goths se contentent de charges successives sur l'infanterie de Clovis, mais leurs charges se brisent toutes sur un mur de Francisque. Redoutable guerrier, Clovis prend part au combat et dans la mêlée, il cherche Alaric, le roi des Visigoths, son rival. Lorsqu'enfin il arrive à sa portée, il lui lance « Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. » et un combat féroce s'engage entre les deux rois. La suite, vous la connaissez, Clovis tue Alaric de son épée et l'armée adverse prend la fuite. Sur le champ de bataille, l'armée auvergnate qui se battait dans les rangs visigothiques est massacrée sur place. Vous le savez, et on l'avait déjà bien compris à l'époque, les Auvergnats, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Alors en l'occurrence, il n'y en a plus. Avec ce qu'il reste de l'armée, le fils d'Alaric, Amalaric, se replie de l'autre côté des Pyrénées bien gentiment et déserte le sud de la France. Grâce à ce coup de pouce de la Providence et ce cerf majestueux sorti de nulle part, d'ailleurs on ne sait même pas si c'est vrai, c'est Grégoire de Tours, le chroniqueur célèbre de l'époque, qui nous raconte ça, Clovis s'ouvre la route du Midi. Cette conquête marquera durablement les frontières de la France et va élever Clovis à la dignité quasi impériale. Et c'est comme ça que les petites histoires font la grande. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur TV Liberté.